En fait, on n'est pas crédible quand on dit qu'on va rétablir nos comptes publics? Alors non. Dans cette configuration politique? Tout à fait. Non, nous ne sommes pas crédibles, déjà parce que ça fait des décennies qu'on n'a pas un budget à l'équilibre, que l'effort budgétaire a aussi été nettement réduit entre le gouvernement François Bayrou et le budget proposé par M. Lecornu, que c'est un attelage quand même assez brinque-ballant, voilà, et sous le contrôle de la gauche qui souhaite augmenter davantage de pression fiscale plutôt que des baisses de dépenses. Or, on est déjà un des pays, encore une fois, les plus taxés, les plus imposés de tous. Et donc, la question de l'efficacité de l'impôt également se pose sur ce budget. Mais pourquoi c'est significatif, le fait d'être abaissé de double A à A? C'est parce qu'en fait, il y a des seuils macro-prudentiels qui font que les institutions financières, et au premier rang desquelles les banques, lorsqu'elles détiennent de la dette française, si au moins une des agences reconnues donne un double A, alors elles n'ont pas besoin de mettre de décote dessus. Mais si jamais toutes les agences passaient en dessous du double A, c'est-à-dire qu'on était tous à A+, alors il faudrait faire une décote de 15%. Or, pourquoi est-ce que des banques et des institutions financières garderaient de la dette française dans leur portefeuille si ils doivent la décoter de 15% et donc peuvent moins prêter derrière, etc. Donc c'est vraiment, en fait, il y a un seuil, il y a un seuil qui est très important, qui est franchi, pas psychologique, mais vraiment, c'est un seuil macro-prudentiel qui est très important pour le système financier. Et si jamais la dernière agence là, qui nous reste principale, c'est Moody's. On est encore double A chez Moody's. Nous sommes encore double A chez Moody's avec perspective stable, donc ça va. Mais si jamais Moody's devait abaisser également à A+, là, les problèmes pourraient véritablement commencer sur le marché de la dette française. Cette notation de Standard & Poor's, ça va revoir ce spread à nouveau, ce taux d'intérêt à la hausse? C'est pas totalement garanti puisque les investisseurs institutionnels sur le marché de la dette, ils ont leur propre lecture des choses. En fait, l'impact de la notation, c'est vraiment sur des aspects réglementaires. C'est-à-dire que certains investisseurs ne pourront plus garder la dette française dans le bac des produits sans risque, et ça va changer donc de catégorie, et donc c'est ça le vrai impact quand on perd cette note. Et donc je pense que pour l'instant, les taux vont être davantage guidés par la situation politique et les décisions que par les notations. La dette publique atteindra 121% du PIB d'ici 2028. Elle est de 114 à peu près, elle était de 114 à la fin du premier semestre, me semble-t-il. Effectivement, 121 contre 114, on n'est pas du tout dans le rétablissement qu'on nous vend sur le papier. Non, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les baisses par exemple les 30 milliards d'économies prévues par le budget Lecornu, en fait c'est une baisse par rapport à une tendance qui est de toute manière haussière. Et donc le déficit, lui, continue d'être très élevé. Là, l'objectif, c'est autour de 5%. Et dans le même temps, du fait de l'augmentation des impôts, de l'incertitude qui met en pause tous les investissements, il y a une croissance qui reste relativement atone. Or, si on veut faire baisser la dette en pourcentage du PIB, soit il faut faire baisser la dette, c'est compliqué vu les déficits, soit il faut faire augmenter le PIB. Et là, du coup, sur ces deux aspects-là, on est vraiment sur des budgets qui donc on ne sait pas faire. Sur le long terme, on ne sait pas faire, en fait. C'est ça qu'on voit avec cette courbe à la hausse. En France, on donne l'impression qu'on ne sait pas faire. Mais par exemple, en Italie, ils ont su le faire, puisqu'ils ont un excédent budgétaire primaire. Mais c'est des réformes difficiles, c'est des réformes de profondeur, en regardant certaines dépenses publiques et en disant, celle-ci, OK, on va complètement arrêter. Or là, on reste sur des ajustements, aller chercher par-ci, par-là. Et c'est vrai que ce n'est pas très convaincant pour les investisseurs institutionnels. Modifier à sa façon plutôt que de se faire imposer des modifications plus larges dans l'hémicycle, c'est comme ça qu'on peut voir les choses, éventuellement? Oui, on peut effectivement voir cela comme ça. Il faut qu'il laisse, disons, des victoires symboliques et effectives au Parti socialiste dans l'hémicycle. Mais bon, celle-ci, est-ce que c'était... c'est bien qu'ils aient peut-être pris le devant. Je pense qu'on peut même élargir le sujet, parce que la France, elle a quoi comme problème? Elle a vraiment un problème de niveau de dépenses publiques qui est le plus élevé de l'Union européenne, et de taux d'imposition. On a déjà la pression fiscale la plus importante. Donc en fait, ce qu'il faut bien dire, c'est que quand on gèle comme ça le barème de l'impôt, c'est tout le monde qui paye plus d'impôts, parce que c'est vraiment ça. Et donc, est-ce que c'était déjà une bonne mesure que de vouloir geler le barème de l'impôt
Je ne suis pas certain, vu la pression qu'il y a déjà. Ah oui, donc même vous êtes pour plus d'économies, mais vous nous dites ça, pourtant, ce n'était pas une bonne idée. Mais ce n'est pas une économie, c'est une augmentation d'impôts. Oui, c'est ça le sujet vraiment fondamental. Oui, enfin, disons que ça fait plus d'argent dans les caisses, on va dire. Oui, mais c'est encore une fois, tout l'argent ne se vaut pas. Parce que quand il s'agit de supprimer des dispositifs inefficaces, ça, évidemment que c'est très bien, mais c'est vraiment, en fait, on a tellement de dépenses publiques en France, tellement de dépenses publiques, c'est ça qui est le plus inefficace. Il faut rappeler, on a quand même plus de 30% du PIB qui est en dépenses sociales. Il y a ensuite, c'est vraiment la dépense, c'est 57% du PIB, donc plus de la moitié de la richesse française part en dépenses publiques. C'est ça qu'il faut baisser. Est-ce que le gouvernement va être obligé de revenir aussi sur d'autres mesures annoncées? On parlait de la suppression des niches fiscales. Quand on parle niches fiscales, on a tendance à penser spontanément peut-être à des crédits d'impôt pour les plus aisés, mais ce n'est pas forcément le cas, on va le voir, loin de là. Certaines de ces suppressions de niches fiscales annoncées dans ce budget sont déjà dénoncées comme particulièrement injuste. Les indemnités journalières versées aux malades souffrant d'affections de longue durée, notamment, seraient désormais fiscalisées. Le gain attendu, c'est 600 à 700 millions d'euros par an. Ça, c'est une mesure de justice fiscale, Florian Gérard-Mercier? Alors, il faut dire que cette niche, quand même, date des débuts de la sécurité sociale. Et en fait, donc, dans les années, fin des années 40, et le problème, en fait, quelque part, c'est que dans les années 80, sous les socialistes et Mitterrand, en fait, le nombre d'affections de longue durée a été très nettement élargi, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quasiment 14 millions de Français qui sont atteints d'une affection longue durée. Et que ce chiffre doit augmenter avec le vieillissement de la population à 18 millions, plus de 18 millions en 2035. C'est énorme. Donc c'est énorme. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que déjà, est-ce que certaines affections de longue durée, donc qui sont dites exonérantes, est-ce que c'est vraiment justifié? Il faut rappeler qu'il n'y a que 44% des foyers qui payent l'impôt sur le revenu. Donc ce que certains disent, c'est que voilà, c'est seulement les plus favorisés. Mais il faut aussi se dire que ce sont des personnes fragiles, et notamment, et on a vu la question sur la question adulte handicapé, qui est que quand un couple se marie, par exemple, ils peuvent parfois devenir imposables alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Donc c'est ce type de choses qu'il faut réfléchir, à ces points-là qu'il faut réfléchir, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans un espèce de sauf-qui-peut, où on cherche des économies, où on cherche plus de recettes fiscales partout, en perdant totalement de vue la question politique publique et quel est l'objectif à atteindre. Donc maintenant, la question, est-ce que sur les affections de longue durée, par exemple, il y en a trop, que certaines ne devraient pas être exonérées? On peut se poser, est-ce que quand on est diabétique, c'est une condition avec laquelle on vit très bien aujourd'hui, est-ce que vraiment ça mérite que ce soit une ALD exonérée? Ce n'est pas certain. Mais de dire de manière générale que c'est quelque chose sur lequel il faut revenir, c'est peut-être un peu trop simple. Oui. Ça, pour le coup, le PS est plutôt pour ou contre Non, en fait, je pense que le PS est globalement pour, parce que les niches fiscales sur l'impôt sur le revenu, en fait, bénéficient à ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Et donc, seulement 44%. Et qui peuvent employer une aide à domicile. Alors, ce n'est pas forcément les plus aisés, mais bon, parfois, ça peut aller de pair. Oui, mais il faut quand même se dire que l'impôt sur le revenu aujourd'hui est déjà, enfin, c'est 10% des contribuables qui payent 77% de l'impôt sur le revenu. Donc, on est déjà sur quelque chose qui est, plus très progressiste, plus très progressif. Voilà. Mais cet exemple-là du biocarburant, c'est vraiment l'exemple typique du fait d'avoir totalement perdu de vue quels sont les objectifs de politique publique qu'on souhaite mener avec les dispositifs. Ce qu'on appelle vulgairement la politique à la petite semaine. C'est exactement ça. Parce que pourquoi est-ce qu'on a favorisé le biocarburant? C'est pour notre souveraineté énergétique, plutôt de produire du bioéthanol, nous, nos agriculteurs, plutôt que d'importer du pétrole. C'est pour la transition écologique aussi, puisque comme c'est le CO2 capturé par les plantations qui sont transformées ensuite en bioéthanol ou en biodiesel. Donc c'est vraiment profondément stupide, et d'autant plus que beaucoup... Carrément, c'est stupide. Oui, non, mais c'est non, mais parfois, il faut oser les mots, c'est pas une critique. L'objectif de politique publique, il est clair, c'est pour la transition énergétique, c'est pour notre souveraineté énergétique, et en plus, il y a eu des investissements très importants qui ont été faits sur les 10-15 dernières années depuis la mise en place du dispositif, et tout d'un coup, on dit, en fait, vous avez fait des investissements parce que ça allait vous coûter moins cher, ça va vous coûter plus cher quand même. Florian Gérard-Mercier, vous étiez au courant de cette taxe de l'UE?
Non, mais ça fait partie, je pense, du Green Deal de Madame van der Leyen. Oui, c'est dans le pacte vert, en fait. Exactement. Donc, après, il ne faut pas oublier que la France a déjà un des taux d'imposition de l'essence le plus élevé, la TICPE. Enfin, les taxes et autres sur l'essence, c'est plus de la moitié du prix à la pompe. Donc, en fait, c'est ça le sujet. Et je pense aussi qu'il y a une question d'incertitude. Quand des entreprises, des personnes font un investissement par exemple dans une voiture électrique ou dans une voiture hybride, et que derrière on dit ah mais non en fait on va changer les prix et de sorte que ce soit plus rentable, c'est aussi ça qui fait qu'on désincite à l'investissement. Quand on est face à une espèce d'incertitude majeure, l'investissement ne peut pas se faire parce qu'on se dit ah oui bon là il y a des dispositifs mais peut-être que dans 6 mois il n'y en aura plus, et toute cette politique d'aller chercher dans le budget toujours les petits dispositifs, non, hop, on va les changer, ça participe du problème fiscal français. Au final, ces économies dans le budget, il en restera quoi à l'issue de ce débat? Enfin, on peut lancer les paris, c'est difficile à dire, mais on parle déjà d'un budget Frankenstein, il n'en restera rien, il en restera peu. Au contraire, le Parti socialiste a compris qu'il fallait aussi ces réductions, ces économies, mais il y a d'autres partis qui rentrent en jeu. Enfin, on essaye de comprendre au final ce qui va rester de tout ça. Parce que je pense que la vraie métrique à laquelle il va falloir faire extrêmement attention, c'est la part dans les économies, entre guillemets, qui sont des augmentations d'impôts et celles qui sont des baisses de dépenses. Parce que il faut rappeler que, par exemple, chez LR, les lignes rouges, c'était pas d'augmentation d'impôts, en tout cas pas d'augmentation d'impôts généralisée. Donc, c'est vraiment là-dessus que ça va se jouer. Et là, comme le PS est en train d'imposer de plus en plus de choses à Sébastien Lecornu, je pense que ce qu'on peut craindre, en tout cas ce que je crains personnellement, c'est que ces 30 milliards d'économies sur le tendanciel, où en fait la dépense va continuer à augmenter, se fassent surtout par de nouveaux impôts et une augmentation de la pression fiscale, qui est déjà la plus importante en Europe, il faut le rappeler, et qui désincite à l'investissement et à la croissance économique. Donc c'est un cercle vicieux, plutôt que sur des baisses de dépenses inutiles. Est-ce qu'elle a raison, Yaël Braun-Pivet, de lancer ce dossier maintenant, on précise, dans ce contexte politique inflammable? Parce que c'est un sujet sensible pour les Français, l'héritage. Alors je pense que non, parce que c'est l'impôt le plus impopulaire, en fait. La taxe sur l'héritage, c'est 80% des Français qui, même quand on pose bien les questions, sont contre cet impôt. Donc, effectivement, ce n'est pas le bon moment pour répondre à votre question. Enfin, c'est 80% des Français aussi qui n'héritent pas. Mais on est d'accord, mais même en disant 80% des Français n'héritent pas, est-ce que vous êtes pour ou contre? Et 80% des Français disent « je suis contre ». Donc, mais est-ce qu'ils savent qu'il y a des Français qui se transmettent des dizaines de millions d'euros à peine taxés de génération en génération? Parce que c'est la pure perpétuation des inégalités de richesse, quand même. Pour regarder, donc ça, c'est une étude de Oxfam. Je suis allé regarder cette étude. En fait, c'est principalement du fait du pacte Dutreil, le fait qu'on puisse passer des entreprises, qu'on puisse les passer des entreprises familiales de père en fils ou de mère en fille. Et donc, c'est ça. Et c'est aussi ce qu'ils prennent en compte les donations du vivant qui sont défiscalisées. Et ça, c'est normal. On veut aussi justement inciter la richesse à aller vers des générations plus jeunes. Mais il faut quand même rappeler que la France est déjà le pays qui impose le plus le patrimoine de toute l'Europe. C'est 20 milliards, c'est 0,7% du PIB. La Belgique impose plus les successions. Elle impose à 80%. Je parle en termes de recettes de l'impôt sur le patrimoine. On est le pays, la France, qui a le plus de recettes de l'impôt sur le patrimoine. C'est une source d'expatriation pour certains. Vraiment, le fond du sujet est lequel? C'est que quand on a ce type de fortune, soit c'est qu'on a réussi à la faire fructifier, soit c'est que c'est le fruit d'une vie de travail ou de plusieurs vies de travail qui elles-mêmes ont été déjà énormément imposées, puisque le travail est extrêmement imposé. D'accord, mais donc le constat selon lequel la richesse ne circule pas assez en France, ça, vous dites en tout cas, ce n'est pas le problème de l'héritage. On est d'accord, oui. Oui, mais ce n'est pas le problème de l'héritage. Le problème, c'est que le travail est beaucoup trop imposé aujourd'hui. C'est ça le vrai problème. Enfin, même en travaillant 10 vies, on n'aura jamais des milliards, des dizaines de millions d'euros à transmettre à nos enfants. En étant salarié, peut-être non, mais il faut rappeler la pression, rien que les cotisations patronales et sociales sur le salaire, sur un salaire médian, c'est 54%. Ça veut dire que vous êtes un travailleur moyen, vous êtes imposé sur le travail
55 juste sur les cotisations, encore plus si vous êtes à l'IR, et c'est sans compter toutes les autres taxes, etc. Donc évidemment que quand le travail est à ce point taxé, c'est compliqué de se faire une fortune avec son travail. Bon, juste un dernier mot. pour préciser, c'est pas 1,8 million, c'est en fait l'impôt sur les successions, c'est donc celui qui hérite qui le paye, et il y a un abattement de 100 000 euros. Donc quiconque reçoit plus que 100 000 euros dans un héritage va payer de l'impôt sur les successions. Bien sûr, mais c'est un impôt progressif. On ne paye pas 45% à partir de 100 000 euros. Non, on paye, bien sûr, mais en fait, le barème quand même monte assez rapidement. Et il faut juste rappeler que c'est principalement dû à l'explosion des prix de l'immobilier aussi, qui ne sont pas forcément du fait des personnes elles-mêmes. Donc tout ça est très imbriqué et vraiment, c'est politiquement très inflammable, comme on l'a dit.